Les États-Unis semblent engagés dans ce qu'on appelle un processus de réarmement industriel, notamment pour faire face aux ambitions de la Chine. L'Europe n'est pas en reste, mais ne représente que 6,7% des investissements industriels mondiaux. Donc, plusieurs questions. D'abord, cette réindustrialisation est-elle possible et jusqu'où? Et la France peut-elle faire cavalier seul dans cet engagement de réindustrialisation, ou est-elle obligée de s'inscrire dans un projet commun européen pour pouvoir mener à bien ce processus de réindustrialisation? Oui, alors même au-delà de la réindustrialisation, c'est vraiment une guerre commerciale dans laquelle les États-Unis nous lancent. En gros, globalement, allez, si on caricature et qu'on va au bout du phénomène, en gros, ils veulent nous faire sortir du libre-échange type OMC, c'est-à-dire que où il y avait des règles qui étaient communes pour tous les échanges. Et là, ces règles vont exister, mais il y aura plus de gendarmes pour savoir si les règles sont pas enfreintes ou pas. Et d'ailleurs, les États-Unis se lancent dans du protectionnisme avec l'IRA, l'Inflation Reduction Act, ou un certain nombre d'éléments qui ne seraient pas admis par les règles de l'OMC. Et donc, ce vers quoi veut nous amener les États-Unis, c'est du tripartisme, c'est-à-dire que globalement, il y a le bloc américain, il y aurait le bloc chinois. Le bloc chinois, c'est les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, qui est augmenté là depuis maintenant 6 mois par 6 nouveaux pays, et ce bloc-là représente 46% de la population mondiale, donc c'est un gros bloc. Et là, est-ce qu'on va faire le bloc européen? Et donc ça, c'est la grande question que vous posez, c'est-à-dire que globalement, face au bloc chinois et au bloc américain, la France, c'est certain, ne pèse rien, et donc pourrait peser si on faisait un bloc européen. Alors, les Allemands, ils sont hostiles, parce que eux ont plutôt intérêt à ce qu'on essaie de revenir aux règles antérieures de l'OMC, où finalement ils y gagnaient puisqu'ils avaient entre 4 à 8 points d'excédent commercial chaque année. Mais là, les Américains nous ont dit stop, les Chinois nous disent stop, les Britanniques nous disent stop. Donc je pense qu'il faut effectivement préparer, nous Européens, notre propre bloc avec nos règles qui nous sont propres, et c'est ce qu'on appelle maintenant le friendshoring ou le nearshoring, c'est-à-dire qu'on va maintenant commercer avec des amis ou avec des pays qui nous sont proches, soit d'un point de vue politique, soit d'un point de vue vraiment géographique. Et donc, il y aura des règles communes dans chacun de ces blocs, et on va commercer ensuite de bloc à bloc avec d'autres règles, avec des barrières douanières qui seront pas les mêmes. Et ça, l'élection américaine va être très importante, puisque si Donald Trump venait à revenir au pouvoir, alors là, il a bien annoncé la couleur. Les règles seront encore plus dures. Il veut réindustrialiser effectivement beaucoup plus rapidement les États-Unis, et sans doute au détriment de l'Europe. Et donc l'Europe doit finalement avoir ses propres règles, avec son propre budget, et une propre stratégie qui est aussi quelque part un protectionnisme, mais européen, bien sûr, pas français. Alors, certains prévisionnistes pensent que 2024 sera la 3e année consécutive de ralentissement économique au niveau mondial. Êtes-vous en phase avec cette prévision? Et si oui, est-ce que ce ralentissement, quel impact pourrait avoir ce ralentissement sur l'économie mondiale, mais aussi plus particulièrement sur les pays européens et la France? Est-ce positif? Est-ce négatif? Oui, alors effectivement, on est en ligne avec le ralentissement, puisque nous, on a 2,3% de croissance mondiale en 2024, donc rappelons les chiffres, 3,2 en 2022, 2,6 en 2023 et 2,3 selon nous en 2024, donc un ralentissement qui continue alors avec des ressorts un peu différents. C'est-à-dire que le ralentissement des années précédentes était plutôt lié à des problèmes d'offres, des problèmes d'approvisionnement, des difficultés de recrutement, assez peu de problèmes de demande. Et les carnets de commandes étaient là, mais on avait des difficultés à produire pour les raisons précitées. Là, 2024, ça va être un peu inversé. C'est le premier frein, c'est la demande. C'est-à-dire que les carnets de commandes sont en train de se vider. Les problèmes d'approvisionnement, jusqu'à présent, sont revenus à la normale. Attention à ce qui se passe en mer Rouge actuellement, qui peut remettre des petits problèmes d'approvisionnement. Mais tout de même, aujourd'hui, on est revenu quasiment à la normale. Et donc, c'est la demande qui va peser. Alors, cette demande, elle est un peu martyrisée par deux mécanismes. À la fois par l'austérité dont on vient de parler. Toutes les politiques budgétaires arrêtent de soutenir le pouvoir d'achat des ménages et passent maintenant dans un frein, en levant
un peu les impôts ou en baissant les dépenses publiques. Et la politique monétaire, on peut dire mais ça y est, c'est fini, les taux d'intérêt ont augmenté, maintenant on est plutôt en baisse. Oui, mais attention, l'incidence des politiques monétaires ne sont pas immédiats et globalement, il faut à peu près 18 à 24 mois avant que les hausses de taux soient vraiment impliquées dans l'économie et provoquent un ralentissement. On y est en plein en 2024. 2024, on va payer les hausses de taux des années 2022-2023. Et donc, ça va être un facteur très important, notamment dans la construction. On voit tous les secteurs de la construction dans tous les pays s'effondrer petit à petit, et une demande qui va être un peu moins soutenue. Donc, c'est ça, le ralentissement de 2023. Et la conséquence de tout cela, c'est la hausse du chômage. C'est-à-dire que dans tous les pays développés, alors que le chômage baissait dans tous ces pays-là, au cours des années 2022-2023, on voit une petite remontée du chômage dans tous ces pays développés. C'est ça la principale conséquence. La deuxième conséquence, c'est bien entendu un déficit public qui va se résorber moins vite qu'anticipé parce que moins d'activité égale moins de recettes pour les finances publiques. Merci beaucoup Eric pour cet échange. Toujours très intéressant. Merci.